Je m'appelle Catherine Larère et je suis professeure émérite à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, je suis philosophe de formation et de pratique. J'ai d'abord travaillé en philosophie politique et en histoire de la philosophie politique, c'est-à-dire j'ai travaillé sur le XVIIIe siècle, j'ai travaillé sur l'histoire de l'économie, l'émergence politique des catégories économiques au XVIIIe siècle, sur les physiocrates. J'ai beaucoup travaillé sur Montesquieu, j'ai travaillé sur Rousseau. Donc j'étais formée, si je peux dire, j'étais formée aux Lumières. Et puis à partir de 1992, pour des raisons un petit peu conjoncturelles finalement, un petit peu de hasard, j'ai commencé à travailler sur les questions environnementales. Et essentiellement, j'ai découvert en 1992, alors que c'était à peu près inconnu en France, j'ai découvert l'éthique environnementale de langue anglaise, donc cette réflexion sur la dimension morale des rapports entre l'homme et la nature, qui a été très développée dans les pays anglophones à partir des années 70. Ça m'a beaucoup intéressée et j'ai fait en sorte de présenter au public français ces réflexions morales qui étaient un peu dérangeantes, mais que je trouvais très stimulantes. En même temps, comme mon mari était quelqu'un qui travaillait depuis assez longtemps sur la protection de la nature, on s'est lancé dans une réflexion plus personnelle, plus située en France, sur la protection de la nature, enfin les politiques de protection de la nature et de prévention des risques en France, en essayant de les éclairer philosophiquement. Donc on a publié là-dessus, j'ai publié un livre sur les éthiques environnementales américaines, qui s'appelait Les philosophies de l'environnement, et puis sur la réflexion qu'on a menée sur sur quoi s'appuient finalement les politiques de protection de la nature et de prévention des risques, qui ont une histoire relativement longue, mais qui se sont, disons, développées avec l'apparition de ministères de l'environnement ou de l'écologie dans la plupart des pays dans les années 70. On a donc mis en relation une réflexion philosophique sur la nature et sur la façon dont elle pouvait aider à comprendre ce que c'est que protéger la nature, ce que c'est que se prendre en compte les risques techniques et les risques naturels. Et on a écrit ça, donc c'est un livre qui s'appelait Du bon usage de la nature, qui a été publié en 1997. C'était dans un contexte français finalement de très grande hostilité vis-à-vis d'une redéfinition des rapports entre les sociétés et la nature, entre les hommes et la nature. Il y avait une réaction très, très négative aux approches américaines ou anglophones. L'idée que nous étions le pays de Descartes, que nous en avions fini depuis longtemps avec la nature et que tout ça était peut-être pas sans intérêt, mais même dangereux. Et c'est donc dans ce contexte qu'on a développé une réflexion qui, je dirais, avait l'originalité de ne pas se placer là où on pouvait attendre qu'on se place, c'est-à-dire dans une vision très romantique de la nature. On a insisté sur le fait que la protection de la nature n'était pas une idée anti-moderne, c'était une idée qui procédait de la modernité et que ça permettait un contrôle, enfin une approche scientifique des questions de protection de la nature. Ce qui m'a intéressé dans ces philosophies de l'environnement, c'est leur nouveauté. Le fait qu'elles remettaient en cause des idées reçues. Et je crois que j'ai toujours fait de la philosophie pour ça, pour que ce qui paraît aller de soi, on peut toujours poser une question. Et là, ça posait une question énorme, puisque ce qu'on pensait, et en particulier à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est que moralité et humanité sont coextensives, c'est-à-dire que tout ce qui est humain est moral, mais n'est moral que ce qui est humain. À partir du moment où on a une philosophie universaliste de l'humanité, où on pose l'humanité comme sujet moral, en même temps, on enclôt la question morale aux seuls humains.
Or, ces philosophies de l'environnement mettaient ça en question en disant la nature, alors on ne va pas dire que c'est un sujet moral, mais mérite la considération morale. L'idée qu'avec la nature, vous n'avez pas simplement des rapports techniques et que les limites de nos rapports, c'est uniquement les limites de notre puissance technique, mais que peut-être nous avons des devoirs moraux vis-à-vis de la nature et que peut-être la nature a, sinon des droits, du moins qu'elle a droit à une sorte de respect moral. Et c'est la façon dont ça remettait en question les idées reçues qu'on avait sur le fait que les rapports moraux, c'est les rapports entre humains, c'est-à-dire entre les différents humains ou chacun vis-à-vis de lui-même. Peut-être les rapports avec Dieu, mais ça, on n'était pas obligé. Mais inclure la morale dans la nature, dans la moralité, ça, c'était quelque chose de nouveau. Et j'ai été extrêmement intéressée par les arguments qui pouvaient être donnés pour ça. Parce qu'en même temps, bon, c'est vrai qu'intuitivement, il y a des moments où on se dit que la moralité ne s'arrête pas à l'humanité. Ça peut, après... Une marée noire, par exemple, quand dans les journaux, on montre des photos de mouettes mazoutées mortes, il y a une façon de susciter notre sympathie morale. Et donc, quel rapport moral nous avons avec... Quelle faute morale est-ce que nous avons faite en laissant cette mouette mourir? Donc, j'ai eu un intérêt pour la démarche... argumentaire, rationnel, qui pouvait amener à considérer qu'il y avait une moralité dans nos rapports avec la nature. Donc j'ai étudié, parce que cette question telle qu'elle a été posée explicitement dans les années 70, dans le domaine universitaire, par des philosophes universitaires américains, a reçu différents types de réponses. On a pu penser que chaque être vivant, parce qu'il vivait, avait droit à une sorte de respect moral. On a pu dire, ça c'est ce qu'on appelait le biocentrisme, on a pu dire que, en fait, nous n'avions pas des devoirs ou un rapport moral avec chaque entité vivante individuellement, parce que ça pose un certain nombre de problèmes, mais que nous avions un devoir d'appartenance, que nous appartenions à la nature d'une certaine façon. Et ça, c'est une position qui renvoyait à une formulation antérieure d'une éthique environnementale qui était celle d'un forestier, Aldo Leopold, qui avait développé ce qu'il appelait l'Andesek, une éthique de la terre, si on veut traduire ainsi. Et donc, il disait que nous avions des devoirs vis-à-vis de la communauté biotique. On a pu dire aussi, mais au fond, avec la nature, nous n'avons pas uniquement des rapports d'instrumentalisation, de destruction. Nous pouvons, par exemple, vous n'allez pas demander à un scientifique, à un biologiste, à un naturaliste, s'il a besoin d'une éthique environnementale, parce qu'il va vous dire c'est son objet d'étude, il veut le préserver. Autrement dit, nous pouvons avoir des rapports à la nature qui nous conduisent à souhaiter que des entités naturelles ou des ensembles naturels continuent à exister et qu'on les détruise pas. Donc toute cette réflexion sur un domaine totalement jusque-là pas pris en charge par les réflexions morales élaborées et qui pouvait répondre à un certain nombre de problèmes, ça m'a beaucoup intéressée et j'ai eu envie de travailler là-dessus. Ça me donnait des perspectives nouvelles, ça me permettait de me situer dans le champ contemporain, de sortir un peu des études purement historiques que j'avais faites. En plus, le fait que je m'étais, comme je disais, formée aux Lumières, c'est-à-dire à quelque chose qui était une exigence de rationalité, d'argumentation, un certain rejet de l'irrationnel, faisait que je ne pouvais pas me placer sur ce qu'on pourrait appeler une position romantique, c'est-à-dire dire la nature, c'est un aspect au sacré, ou c'est quelque chose de purement sentimental. Je voulais aussi rester fidèle aux Lumières, ce qui m'a ensuite posé des problèmes. Comment concilier, on peut se dire, comment concilier
ce qu'on peut considérer comme un héritage des Lumières, ce qui serait notre héritage technique, l'idée que progrès technique et droits de l'homme vont de pair, avec ce que m'apprenaient les problèmes environnementaux et que cet héritage des Lumières-là, il était en train d'être mis en cause. Donc ce qui m'intéressait là-dedans, c'était que c'était quelque chose qui à la fois m'ouvrait des horizons nouveaux, et je crois que j'aime bien trouver des choses nouvelles, et en même temps, je pouvais, et j'ai toujours essayé de le faire, rester en cohérence avec ce qui avait été important pour moi avant. Alors, pourquoi le développement de ces philosophies de l'environnement, qui sont des philosophies de la nature, plutôt aux États-Unis ou en Amérique du Nord qu'en Europe continentale? Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, je pense que les Américains sont plus moraux que nous, les Européens, en particulier les Français. Je pense qu'ils ont beaucoup plus tendance que nous à poser les questions dans des termes moraux, peut-être parce qu'ils ont un autre rapport à la religion, c'est possible. Donc ils ont tendance à avoir des problèmes moraux, là où nous voyons plus facilement des problèmes de connaissance ou des problèmes de science. Il y a un rapport aux lumières différent, d'une part, mais surtout, il y a un rapport à la nature différent. Alors on peut dire simplement, en Europe, je ne me limite pas à la France. En Europe, il y a longtemps qu'il n'y a plus de nature sauvage en Europe. Il n'y en a plus en Europe de l'Ouest depuis, les grands défrichements de la fin du Moyen-Âge. Et je crois que la dernière forêt primaire, qui doit être une forêt polonaise, a été à peu près détruite pendant la guerre de 14. Donc c'est dire que nous avons en Europe une nature qu'on pourrait dire anthropisée, et on n'a pas de grands espaces sauvages. Au contraire, le rapport américain, le rapport de colonisation américaine, est un rapport à une nature que les colons découvrent comme une nature sauvage, qu'ils détruisent assez joyeusement et avec une grande rapidité, mais une fois qu'ils l'ont détruite, ou qu'ils sont en train de la détruire, ils se disent que non seulement ils ont perdu quelque chose, une nature extérieure à eux, mais qu'en plus, ils ont perdu une partie de leur identité. C'est-à-dire l'idée que ces Européens émigrés d'Europe, arrivés en Amérique du Nord, deviennent des Américains en s'attaquant à une nature dont ils n'ont pas l'équivalent en Europe. Et que c'est ça qui en fait des Américains, et en fait aussi des Américains républicains ou démocrates. Je ne prends pas position sur des querelles de partis, je veux dire, qui forment l'identité américaine, se forme dans un combat avec la nature qui est à la fois un antagonisme et en même temps une leçon de liberté, d'égalité. Donc il y a la nature sauvage est constitutive de l'identité américaine, et en protégeant la nature comme ils vont le faire à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Hein, le Yellowstone est fondé en 1872. Un peu avant, pendant la guerre de sécession, Abraham Lincoln avait donné à l'État de Californie le Yosemite, qui deviendra après un parc naturel. Donc, cette mise à l'écart d'espaces naturels inviolés ou jugés tels est un élément constitutif de l'identité américaine. Ils se protègent eux-mêmes et ils protègent leur identité en protégeant leur nature. Alors le terme qui convient à ça, qui est un terme qui est impossible à traduire, est le terme de wilderness, qui est un terme qu'on trouve dans les traductions anglaises de la Bible, et qui désigne des espaces sauvages qui peuvent être à la fois des espaces d'abandon, de déréliction, mais qui sont aussi des espaces de liberté. Et donc, le mouvement américain pour la protection de la nature, qui est à la fois la protection de quelque chose où ils ne sont pas, mais dans lequel ils protègent leur propre identité, va aboutir, après toute une série de militantisme, de formations, d'associations diverses, en 1964, à ce qui est l'acte juridique au niveau fédéral,
de protection de la nature, qui est le Wilderness Act, donc qui est une protection de la nature. Alors, bon, comme un texte juridique qui donne des définitions, et il définit ces espaces naturels à protéger, ces espaces de wilderness, comme des espaces où les processus naturels se développent sans être entravés et où l'homme n'est qu'un visiteur temporaire. Et on a là bien la conception américaine de la wilderness comme espace sauvage, espace inviolé, espace naturel à protéger en y étant le moins possible, la vision d'une nature qui est d'autant plus nature que l'homme y est moins. Et on peut dire que les éthiques environnementales américaines, dans leurs formes différentes, hein, il y en a différentes sortes, mais sont toutes plus ou moins des éthiques de la wilderness. Et en particulier, l'idée que chaque entité naturelle, ce qu'on appelle le biocentrisme, parce que chaque entité naturelle, du fait même qu'elle se maintient dans l'existence et qu'elle se reproduit, est une sorte de quasi-sujet ou est une fin en soi, a une valeur intrinsèque et typique d'une éthique qui débouche sur l'idée qu'il faut respecter les espaces naturels en y intervenant le moins possible. Donc il y a un lien fort entre l'identité américaine, le type de nature qu'ils pensent avoir découvert et des éthiques qui viennent rationaliser et justifier les devoirs que nous avons vis-à-vis de cette nature. Or, on n'a pas l'équivalent en Europe. Sauf peut-être un petit peu en Allemagne, mais sur des formes quand même très différentes, parce qu'en fait, elle s'enracine dans une résistance à la romanité, donc c'est une histoire assez différente. On ne l'a absolument pas en France. En France, la nature a toujours été vue comme un jardin, pas comme une nature sauvage. Donc, ça explique que ces éthiques environnementales aient eu, en Amérique du Nord, le terreau culturel où se développer. Mais ce qui en fait une philosophie, c'est qu'à partir de là, elles essaient de développer des arguments qui vont au-delà de leur terreau culturel. On peut dire que s'élabore aux États-Unis, en gros, entre 1880 et 1964, des politiques de protection qui sont des politiques de protection de là ou du wilderness, étant donné qu'il s'agit de protéger des espaces le plus possible, dont l'homme est le plus absent possible, mais qui sont en même temps des espaces récréatifs, puisque l'idée d'un visiteur temporaire, c'est l'idée qu'on peut aller, et dans tous les sens du terme, se recréer dans la nature, parce que la conception américaine de la wilderness, si l'identité américaine s'est forgée dans le rapport à la wilderness, et s'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'espace vraiment à coloniser, eh bien pour retrouver cet esprit pionnier, on va aller faire des marches dans la wilderness et de la façon la moins chargée d'artifice possible. Alors pas forcément à pied, donc, mais peut-être avec des ânes, mais en vivant de ce qu'on trouve et en faisant le moins de dégâts possible. Donc on peut dire que la politique de protection de la nature américaine s'est élaborée autour de cette notion de wilderness, soutenue par une éthique du respect de la nature, c'est-à-dire la non-intervention, d'intervenir le moins possible, et que cette politique, alors les Américains se vantent volontiers d'avoir le plus vaste réseau du monde d'espaces naturels, le plus dense d'une certaine façon, et du fait de la position dominante des États-Unis, cette politique a été exportée dans le monde entier, hein, puisque si on prend l'Union internationale de conservation de la nature, l'UICN, les critères de protection de la nature de l'UICN sont tirés des modes américains de protection d'espaces naturels en wilderness. Le résultat, c'est que cette politique a été critiquée aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. De l'intérieur, un certain nombre de critiques ont pu faire apparaître que ces espaces prétendument vierges et naturels n'était pas du tout. On avait oublié les Indiens dans l'histoire. Et de fait,
ça a été rappelé par d'autres, ces espaces naturels, si on prend Yosemite, Yellowstone, ont souvent été protégés en chassant les Indiens qui étaient là encore. C'est-à-dire que ces espaces naturels non habités, ils sont vidés de leurs habitants antérieurs qui viennent mettre en cause l'idée de wilderness. On a montré aussi, un certain nombre d'historiens ont montré de façon convaincante que la wilderness n'existe pas et finalement elle nous apprend plus sur la mentalité américaine, l'esprit pionnier, le sens du sublime, la volonté d'avoir une identité qui soit en concurrence avec cette identité européenne qu'ils ont perdue, qu'elle ne nous apprend sur une prétendue nature sauvage. Alors de ce point de vue-là, il y a un article d'historiens de Noven qu'on cite souvent, où il montre que si les colons ont pu croire qu'en arrivant sur le continent américain, ils découvraient une nature sauvage, c'est que cette nature, elle avait été dépeuplée. C'est-à-dire, comme on le sait bien, les colons européens, ce n'est pas tellement les gens qu'ils ont tués directement, c'est les épidémies qu'ils ont portées. Il y a peut-être 9/10 de la population qui a disparu, peut-être plus. Donc ils ont découvert des territoires abandonnés par leurs occupants antérieurs, simplement parce que ces occupants étaient morts, et ils ont pris pour une nature presque édénique, enfin presque originaire, primitive, telle que Dieu l'avait créée, ce qui était en fait une nature prise dans une histoire, et une histoire qui était celle de la mort que les colons européens ont semé autour d'eux. Donc il y a eu une critique de l'intérieur même, remettant en cause l'idée wilderness, et puis il y a eu encore plus une critique qui est venue moins d'Europe, où les choses s'étaient déroulées un peu différemment, que de pays du tiers-monde, et en particulier d'Inde, où on a montré que exporter une protection de la nature en wilderness, c'est-à-dire en chassant les habitants habituels pour qu'il y ait une nature vraiment sauvage, ce n'était pas protéger la nature, c'était créer des espaces de loisirs pour les touristes américains. Donc il y a eu un certain nombre d'articles extrêmement critiques qui ont remis en cause cette idée que wilderness égale nature. On a montré que ce qu'on entendait par wilderness, c'était beaucoup plus une construction culturelle qu'une réalité naturelle. Et on pourrait dire que la réponse des non-occidentaux aux occidentaux, qui prétendent aller protéger la nature chez eux, c'est « votre nature, c'est notre culture ». Pour protéger ce que vous appelez une nature, vous détruisez nos cultures. Donc il y a eu une critique, à mon avis fondée, de la wilderness. Alors, qu'en est-il en Europe et plus particulièrement en France? Je crois que si on repart du milieu du XIXe siècle, en fait, l'idée de protéger la nature apparaît des deux côtés de l'Atlantique à peu près au même moment et peut-être un peu plus tôt en Europe. Simplement, on ne protège pas la même chose. Du côté donc de l'Amérique du Nord, on va protéger des espaces qu'on juge intouchés par la civilisation et qu'on va maintenir à l'abri d'un développement très destructeur de la civilisation. En Europe, et plus particulièrement en France, on va protéger des paysages. C'est dès 1851-52 qu'on a l'idée de protéger ce qu'on appelle des séries artistiques. Et le premier choix, c'est la forêt de Fontainebleau. C'est-à-dire, c'est le moment où, dans la peinture, se développe l'école de Fontainebleau, qui est une des premières écoles de peinture qui aille peindre sur place, qui ne peigne pas en atelier, mais qui emporte les chevalets à l'extérieur, qu'on veut préserver, protéger ce qui est donc une nature qu'on pourrait dire au sens propre pittoresque, c'est-à-dire bonne à peindre, mais qui est quand même vue comme une nature. Et jusqu'à la guerre de 14, il va y avoir toute une série de séries artistiques, de paysages qui vont être protégés ainsi. Donc, on a une idée de protection de la nature, mais ce n'est pas une idée qui passe par l'opposition entre l'homme et la nature. Alors, on ne développe pas
beaucoup. Comment concevoir qu'il y a de la nature quand il y a de l'homme ensemble, alors que du côté wilderness, c'est beaucoup plus élaboré, cette idée que la nature n'est vraiment la nature que quand l'homme n'y est pas. À Fontainebleau, l'homme y est, mais c'est quand même de la nature. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de réflexion très développée là-dessus. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a bien une protection à l'américaine dans la première moitié du XXe siècle, mais on en fait l'essai dans les colonies. C'est en Afrique que différents pays, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, je ne sais pas trop, mais en tout cas l'Angleterre et la France, vont faire des efforts de protection de la faune sauvage et des paysages, enfin des terres sur lesquelles se trouve cette faune sauvage. Et ça se fera un petit peu à l'américaine, c'est-à-dire sans trop se soucier des indigènes qui sont là. On essaie d'autant plus des politiques de protection de la nature dans les colonies européennes qu'on ne va pas se heurter à l'opposition de citoyens qui votent, ce qui serait le cas si on faisait ça en Europe. Et c'est uniquement après la Deuxième Guerre mondiale qu'on va avoir l'idée, on ne va pas être uniquement dans les séries paysagères ou les séries artistiques, on va protéger des espaces plus naturel au sens le plus simple du terme, c'est-à-dire il y a de la nature quand l'homme n'y est pas, et c'est, bon, en France, la mise en place des parcs nationaux, des parcs naturels nationaux, avec la Vanoise, puis toute une série de parcs alpins dans les Pyrénées, c'est-à-dire qu'on protège des espaces qui sont peu exploités par les hommes, c'est-à-dire des espaces de montagne. Alors, est-ce qu'on les protège à l'américaine, en wilderness ? Pas au départ. En fait, au départ, et quand on discute avec... il y a des gens qui sont contemporains de ça, ils disent, nous, on n'a jamais voulu protéger à l'américaine. Simplement, comme on n'avait pas beaucoup de moyens, de fait, on a protégé en wilderness en créant des zones centrales de parcs qui étaient protégées comme du sauvage, avec le moins d'intervention humaine possible. Mais ce n'est pas la politique européenne. C'est un peu une politique par défaut qui fait qu'on va protéger, comme font les Américains, un espace qu'on ne pense pas avec les normes américaines, parce que les références culturelles de la nature, et particulièrement en France, sont différentes. Ceci dit, il y a aussi en France, je pense à quelqu'un comme Terrasson, des gens qui sont beaucoup sur les positions américaines. C'est-à-dire, quand je dis la nature n'est vraiment la nature que quand l'homme n'y est pas, je cite Terrasson. Donc là, on a vraiment une conception dualiste du sauvage, où la nature n'est vraiment la nature que quand l'homme est hors de cette nature, est extérieur à cette nature. Alors ça pose des problèmes parce que ça pose un paradoxe. À partir du moment où on commence à se soucier d'une nature à protéger, cette nature n'est plus tout à fait une nature, puisqu'on commence à s'en occuper, à rentrer dedans. Donc il y a, je dirais, c'est le paradoxe du sauvage. Si le sauvage n'est le sauvage qu'en l'absence de l'homme, dès qu'on protège le sauvage, c'est déjà plus tout à fait du sauvage. Alors, on va faire un peu d'étymologie. Qu'est-ce que ça veut dire le sauvage pour nous? On va faire un peu d'étymologie. Sauvage, ça vient de silva, ça veut dire forêt. Donc, sauvage, c'est la forêt et qui vit dans la forêt. Donc, le sauvage, c'est l'homme de la forêt. Et la forêt, comme disait Descartes, il faut sortir de la forêt. C'est le passage du discours de la méthode où il explique comment sortir de la forêt pour arriver à la moralité. Donc, dans une approche européenne, française, le sauvage se pose par opposition au domestique, la forêt se pose par opposition à la nature cultivée. On peut rapprocher l'opposition de sauvage domestique de l'opposition barbare civilisée. Donc à partir de là, on peut se dire, on ne dit pas le sauvage comme une entité en soi, on dit le sauvage comme quelque chose qu'il faut domestiquer ou civiliser. C'est-à-dire que le sauvage se donne dans une opposition, et une opposition
où généralement c'est ce qui est du côté de la civilisation qui est valorisé. Alors, dans notre tradition philosophique, il y a quelqu'un qui est censé représenter la valorisation de l'autre pôle, qui est Rousseau. Rousseau est censé avoir une anthropologie du bon sauvage, une anthropologie qui valorise donc ce qui est resté naturel par rapport avec une critique de la civilisation dans le discours sur les sciences et les arts. En fait, je pense qu'avec Rousseau, les choses sont un peu plus compliquées et on peut s'en rendre compte avec un récit qu'il fait dans les rêveries du promeneur solitaire. C'est un passage où il raconte, c'est au moment où il est réellement persécuté, aussi bien par les Français que par les Suisses, et il se réfugie dans une île, il se réfugie en Suisse, et il raconte à un moment où il grimpe dans la montagne, il passe des rochers, des buissons, et il se retrouve dans un endroit complètement sauvage. Hein, il dit « Je me croyais Christophe Colomb découvrant ». C'est toujours là, le modèle de la terre intouchée par les hommes, découvrant l'Amérique. Il est seul, il est à l'abri des hommes, il est heureux. Il se détend un peu et il entend un bruit mécanique répétitif. Il se demande ce que c'est, il va voir. Et derrière ces fourrés qui paraissaient si profonds, il découvre qu'il y a une fabrique de bas juste de l'autre côté de l'endroit où il était. Donc c'est chez Rousseau même qu'on trouve ce qu'on appellerait maintenant une déconstruction de l'idée de sauvage, puisqu'il nous dit, le sauvage, c'est ce qu'il dit, n'existe pas. C'est ce qu'il dit au début du discours sur l'origine de l'inégalité, quand il dit l'état de nature n'existe plus s'il a jamais existé. Mais il ajoute, il est bon de s'en faire une idée. Donc, je crois qu'on trouve chez Rousseau, non pas une valorisation d'un état de nature dont il nous dit lui-même qu'il n'existe plus, mais de la nécessité de faire référence à ce que serait une nature que l'homme n'aurait pas encore transformée, que l'homme n'aurait pas encore, il y a l'image du début défiguré ou recouvert de strates, hein, c'est l'image du début du discours sur l'origine de l'inégalité, ce qui est au fond de la mer et qui est recouvert de tellement de strates qu'on ne trouve plus la nature. Donc je crois qu'on peut tirer de Rousseau à la fois qu'il est incohérent de vouloir poser l'existence d'un sauvage comme une nature qui serait absolument extérieure à nous. Celle-là, je dirais comme Rousseau, si elle n'a jamais existé, elle n'existe plus. Mais ce qu'on peut tirer de Rousseau aussi, c'est l'idée que c'est bon d'en avoir une idée. Ça nous permet de nous repérer et de nous situer dans le monde où nous vivons. Et si on regarde Rousseau, on verra que, à plusieurs reprises, il se réfère à la nature comme à une référence positive, non pas à quelque chose qui existe extérieurement de nous, mais quelque chose qui nous permet de nous repérer dans le monde où nous sommes. Alors, quelle place accorder aux sauvages dans la protection de la nature, et si on considère que la wilderness en France, restant en France, n'existe pas. Je crois qu'il faudrait rajouter quelque chose sur l'idée de sauvage, l'idée qu'il y a une violence. Le sauvage, c'est justement pour ça qu'on va le mettre en opposition, pas tellement au domestique, mais plutôt au civilisé. C'est l'idée d'une nature comme violence à l'état brut, qui est aussi une idée exprimée en anglais dans la phrase de Tennyson qui est très souvent citée, de « Nature red in tooth and claw », la nature qui a le sang qui dégouline des babines, hein, si je fais une traduction un peu libre. Et cette idée que, wild, hein, sauvage, c'est une force violente de la nature, je pense que c'est une idée très occidentale, l'idée que la nature, c'est des rapports de force, c'est la violence à l'état brut, et que la civilisation apporte un petit peu de douceur dans ce monde de brut.
Et moi, personnellement, je pense que si on veut garder quelque chose de l'idée de protéger la nature, c'est-à-dire de laisser, de ne pas tout contrôler, de penser que nous ne sommes pas seuls au monde et qu'il faut laisser la nature se développer, il faut pas entraver les processus. Peut-être qu'il faut revenir sur cette idée que naturel égale sauvage égale violent, et quelque chose donc qu'on retrouverait dans des activités aussi de conservation, qui serait la chasse, comme un rapport violent. Il y a longtemps qu'on n'est plus des prédateurs, hein, nous autres humains, et les écologues, les éthologues disent que nos rapports aux animaux domestiques, ce pas des rapports de prédateurs, c'est quelque chose qui est entre le mutualisme et le parasitisme, hein, entre un avantage mutuel à la domestication, ou bien une façon que nous avons de profiter des animaux pour nous nourrir, mais ce n'est pas de la prédation. Or, nous avons en nous une idée de prédateur que la chasse est censée conserver. Donc il y a tout un fond d'idées, là aussi, qui sont, alors, pas culturellement, je dirais plutôt, au sens où Philippe Descola le dit, marquées par l'ontologie naturaliste occidentale, par cette dualité, et qui pose du côté naturel la violence, les rapports de force, qui fait que nature et force, ça va ensemble. Moi, je pense que si on veut conserver quelque chose de l'idée de sauvage, et ça me paraît important pour se dire que, être protecteur de la nature, c'est pas une façon de plus de maîtriser la nature, que c'est laisser à la nature une certaine spontanéité, maintenir des rapports qui sont plus des rapports de coopération que des rapports de domination. Il faut peut-être revenir sur l'équivalent entre nature et violence. Parce que, les écologues diront qu'il n'y a pas que de la prédation dans les rapports entre les êtres vivants. Il y a de la symbiose, il y a du mutualisme, il y a des rapports, autrement dit. Et peut-être garder l'idée, peut-être un peu compliquée, mais qui me paraît importante, qu'on peut protéger une nature et une nature sauvage avec laquelle nous avons des relations, avec laquelle nous avons des rapports. Et c'est là que des cultures ou des civilisations différentes des nôtres, et en particulier par exemple les sociétés animistes d'Amérique du Sud, peuvent être importantes parce qu'elles montrent que on peut chasser et on peut avoir des rapports, pas forcément avec les animaux individuellement qu'on chasse, mais avec les espèces ou les populations. Et que donc là, il y a une autre idée de sauvage. On va garder nos termes occidentaux parce qu'on ne va pas en inventer d'autres, dans lesquels il s'agit de maintenir une relation qui est une relation finalement de respect de l'autre. Mais cet autre, je reviens aux éthiques environnementales, cet autre n'est pas un autre humain, c'est un autre naturel. Et là, moi, c'est ça que j'appellerais une protection du sauvage. Alors, est-ce qu'on garde le mot de sauvage ? Quelqu'un comme Jean-Claude Génaud propose l'idée de féral, qui, c'est le même mot, hein, la bête féroce est une bête sauvage, sauvage, Silva, c'est une étymologie grecque, féral, c'est une étymologie latine, mais c'est le même type d'étymologie pour dire que, c'est pas un sauvage ontologique, c'est pas quelque chose qui existe par soi indépendamment de nous, mais je dirais, si ça paraît pas oxymoronesque, c'est un sauvage relationnel. C'est la possibilité d'avoir rapport à une nature qui n'est pas extérieure, mais qui manifeste une altérité que souvent nous ne reconnaissons qu'à d'autres humains. Et ça serait peut-être pas mauvais que nous reconnaissions aussi à des êtres naturels, non humains. Alors, une autre éthique, peut-être qu'il faut repartir de, moi, ce que j'ai retenu des éthiques environnementales anglophones, donc qui sont très branchées sur la wilderness, et pour les raisons qu'on a dites, qu'on ne peut pas garder, simplement parce que la wilderness n'existe pas.
je dirais que ce que j'en ai retenu, c'est que nous ne sommes pas seuls au monde. Et bon, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu quand je fais des conférences un peu grand public, où je fais quelque chose sur la nature, et il y a toujours quelqu'un qui prend la parole à la fin et qui dit « Mais madame, vous avez parlé de la nature, vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez, mais enfin madame, vous savez bien que la nature n'existe pas. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la nature n'existe pas? C'est une façon de dire, moralement, nous sommes seuls au monde. Je l'entends aussi comme ça, et en dehors de nous, il n'y a que des objets, mais il n'y a pas une nature. Et donc, des éthiques environnementales, je retiens l'idée que, moralement, nous ne sommes pas seuls au monde, et qu'on peut caractériser, c'est un terme qui est employé, en particulier par l'anthropologue Viveros de Castro, la position occidentale très, très humano-centrée, comme il dit, c'est un solipsisme. Philosophiquement, le solipsisme, c'est quand on est incapable de démontrer l'existence d'un autre que soi, qu'on est enfermé dans le sujet individuel. Je dirais il y a un solipsisme humaniste qui est l'incapacité de se rendre compte qu'autre chose que soi existe avec la même force d'existence que nous les humains avons, c'est-à-dire la force d'existence morale, qui est une force d'existence plus grande que d'être simplement objet de connaissance. Donc, nul ne nie que la nature soit objet de connaissance, on la nie, on nie qu'elle ait une force d'existence morale qui puisse être comparable à la nôtre. Donc, je crois que je repartirai de là. Je repartirai de cette idée que nous devons considérer que nous ne sommes pas seuls au monde, il y a d'autres êtres moraux, mais que les reconnaître, ce n'est pas les respecter dans une sorte d'abstention, c'est entrer en rapport avec eux. Ce qui est absolument le cas dans la morale humaniste kantienne, disons, où l'affirmation kantienne suivant laquelle être moral, c'est voir en l'autre une fin, mais dit Kant, pas seulement un moyen. Mais Kant ne nie pas du tout que nous nous instrumentalisions les uns les autres, parce que sinon on n'existerait pas. Smith a bien dit que nous sommes des gens qui s'aident les uns les autres simplement en parlant à notre intérêt. Donc je crois qu'il faut arriver à la même chose, repartir. Moi je ne suis pas une adepte de la valeur intrinsèque, mais repartir de l'idée que nous n'avons pas en face de nous simplement des instruments, nous avons des êtres qui méritent une forme de respect moral, mais sans que pour autant toute instrumentalisation ou toute utilisation ou tout usage, il faut chercher son mot, soit interdit. Donc, comment entrer en relation avec d'autres êtres en les respectant moralement, mais sans en faire des intouchables. Je crois que c'est ça le type d'éthique qu'il faut essayer de développer. Et qui, je pense, alors c'est pour ça, moi j'ai travaillé, après avoir travaillé sur les éthiques environnementales, j'ai travaillé sur les éthiques du care, de cette vision aussi américaine du souci de l'autre. Et je crois que, alors c'est bien parce que c'est pas une relation purement rationnelle, ça prend en compte les sentiments, l'affection, l'attachement, et je pense que tout ça est bon dans une éthique de l'environnement. Et je dirais, pour avoir de l'attachement, du soin, du souci pour quelque chose, il faut avoir des liens. On ne se soucie pas d'être complètement lointain sur lesquels on n'intervient pas. Donc je pense que c'est ces éthiques relationnelles qui prennent en compte que avoir des relations avec d'autres êtres, c'est pas forcément les instrumentaliser. Et tout en respectant le fait qu'ils ont une existence pour eux-mêmes. Ce à quoi il faut arriver, c'est à trouver avec des êtres non humains ce que nous arrivons plus ou moins bien à faire entre êtres humains, c'est-à-dire à se respecter les uns les autres, tout en ayant des relations les uns avec les autres, et en respectant la spécificité de chacun. Or, alors ça peut paraître difficile parce qu'on peut se dire, par exemple les animaux, ou bien on les domine complètement, ou bien on les laisse complètement en dehors de nous. En fait, c'est pas vrai. Et il y a beaucoup de récits anthropologiques qui montrent comment des groupes d'humains peuvent avoir des relations avec des animaux sauvages tout en les maintenant dans leur
caractéristiques de sauvages, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas domestiqués, ils ne sont pas maîtrisés, et ça peut même arriver avec des Occidentaux, et je pense à un passage de Michel Serres où il raconte comment il a dansé, enfin nagé, dansé quasiment voluptueusement avec, je ne sais plus quel être marin, mettons un dauphin féminin, et donc, et que bon, le dauphin ou la dauphine, si on peut dire, continue sa vie de dauphin. Et c'est à trouver, et pour trouver ça, comment considérer ce genre de relation. C'est pour ça que je me suis intéressée aux éthiques du care, du mot anglais qu'on préfère ne pas traduire, éthique du souci, éthique de l'attention, parce que ce sont des éthiques qui ne sont pas sur une base uniquement rationnelle, qui montrent le lien entre le sentiment et la raison, qui ne sont pas des éthiques des droits, parce que c'est vrai que c'est difficile de donner des droits à des êtres naturels, qui sont des éthiques de la responsabilité, et de la responsabilité vis-à-vis d'êtres dont on respecte l'indépendance. Donc, bon, si je dis care, souci, attention, comme si on veut traduire, c'est que je peux revenir aussi à Léopold d'ailleurs, qui disait « Je ne conçois pas une relation éthique à la Terre sans respect, sans admiration, sans du sentiment. » Donc, et on ne peut avoir du sentiment que vis-à-vis de ce à quoi on est attaché. Donc, il s'agit de découvrir nos attachements vis-à-vis des êtres naturels et à partir de là, penser qu'il y a des attitudes de responsabilité, il y a des attitudes de soin. L'éthique du care a aussi le mérite qu'elle ne réclame pas la réciprocité. Si on prend que une des relations modèles de care qu'on prend, c'est la relation avec les enfants. On ne demande pas, on n'est pas sur un pied de réciprocité avec les enfants et on a des rapports moraux avec eux. Donc, c'est tout ça qu'il faut essayer de voir. Alors, ce qui sera d'ailleurs pas uniquement une éthique du sauvage, ça peut être aussi une éthique d'animaux domestiqués ou d'une nature ordinaire, ce qui ne veut pas dire que c'est une nature totalement maîtrisée. Donc, je crois que ce type d'éthique, ça suppose qu'on remette en cause ce que j'appellerais volontiers notre arrogance, l'idée que nous pouvons contrôler, maîtriser, que nous nous rendions compte que nous sommes beaucoup plus dans une relation de partenariat que dans une relation de domination ou de maîtrise, qu'on découvre la grande diversité de nos attachements, de façon à respecter ou à prendre en compte la diversité de nos relations. Donc, autant je pense que se dire notre seule éthique vis-à-vis de la nature, c'est une éthique du sauvage, ça risque de passer, d'une part, de s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas vraiment, et d'autre part, de laisser de côté des quantités de relations importantes avec des animaux domestiques. Mais pensons qu'entre le sauvage et le domestique, il y a place pour ce qu'on appelle les commensaux, c'est-à-dire ceux qui vivent avec nous sans que nous les maîtrisions, mais qui ont besoin de nous. Bon, les pigeons, par exemple. Donc, diversifier les relations, et en prenant en compte, je pense que c'est là que le pôle du sauvage est important, pour comprendre qu'il y a... alors, je prends les animaux, mais je pourrais prendre des éléments, des plantes ou des entités naturelles, qui sont aussi indépendants que possible. Parce que si on reste purement dans le care, on est dans la vulnérabilité, la fragilité, et là revient de la domination. Si on veut, le sauvage est nécessaire pour comprendre que nous ne sommes pas dominateurs de la nature, et que peut-être nous avons besoin d'une nature indépendante de nous. Il y a une philosophe britannique qui n'est pas très connue en France, qui s'appelle Mary Midgley, et qui termine un de ses articles sur l'image. Alors, je ne prendrai pas le mot anglais, en français, elle voit un faucon cresserelle qui s'élance dans le ciel. Et elle le voit, et cet oiseau, comme les vols de rapaces, c'est très très beau. C'est très beau, et elle dit que c'est tellement beau que ça la soulage de son souci présent. Et
elle se demande pourquoi elle a ce sentiment-là, et elle se dit, mais finalement, cet animal est là, cet oiseau est là, il vole libre dans le ciel, je n'y suis pour rien. Et c'est de ça que je suis reconnaissante. On peut se dire qu'on peut aimer, qu'il existe une nature, et que nous n'y sommes pour rien, qu'elle soit là, et qu'on en a besoin aussi. Et je pense que c'est ça aussi que figure le sauvage, comme une liberté qui est en dehors de nous et que nous respectons. Alors, quelle place pour le sauvage dans des politiques de protection ou même de gestion de la biodiversité? Alors, le terme de biodiversité est effectivement récent puisqu'il est adopté à un colloque de biologie de la conservation qui s'est tenu à Washington en 1986, et à partir de là, c'est là que le terme est adopté et il va être généralisé avec l'ouvrage de Edgar Wilson qui paraît peu après, et ça va être un véritable buzz. Bon, il va se répandre partout. Alors, quel avantage il a? Essentiellement en France, parce que la façon dont il est adopté aux États-Unis, c'est un peu différent. Je crois qu'en France, il apporte quelque chose d'important. Bon, si on pense qu'en France, les politiques de protection de la wilderness, donc les politiques dualistes, qui ne posent qu'on ne protège qu'une nature qui vous est extérieure, donc une nature particulièrement remarquable, celle qui a des animaux sauvages ou des plantes, des edelweiss ou l'aigle de Bonelli ou quelques vautours. Qu'est-ce que ça apporte? Essentiellement, du point de vue des politiques françaises et ce qu'on peut appeler les paradoxes du sauvage, c'est que ça permet de penser l'homme et la nature ensemble. Il y a une thèse à laquelle on fait très souvent référence, qui est une thèse qui a été faite sur le bocage normand, donc ce paysage de champs entourés de haies, et où on a montré que ces paysages normands sont à leur maximum de biodiversité au XIXe siècle. C'est-à-dire, ce sont des espaces, pour employer le terme un peu technique, anthropisés. Ce n'est pas du tout de la nature sauvage, le bocage. Mais ce n'est pas non plus les champs de blé du bassin parisien. Alors on pourra parler de coévolution entre l'homme et la nature qui produit une biodiversité maximale. Si on ajoute à ça que pour des raisons géographiques, qui est de l'orientation des massifs de montagne en Europe, qui sont des orientations est-ouest, ça signifie que quand il y a eu les glaciations, les changements de température, avec les remontées, les descentes de végétaux que ça a donné, les forêts n'ont pas pu passer le pas. Et le résultat, c'est que la biodiversité forestière en Europe est très faible. Il doit y avoir autant d'espèces d'arbres en Europe qu'il y a d'espèces de chênes en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'autrement dit, les protections de la nature où on n'intervient pas, où on laisse la nature reprendre ses droits, comme on dit, et qu'est-ce que ça donne en Europe du Nord? Ça donne la forêt. Ça donne des espaces faibles en biodiversité, au moins au niveau du végétal et des plantes. Donc, si on a une politique de protection de la biodiversité, et comme ça va être, dès la loi Barnier, la biodiversité est prise comme une norme de protection de la nature, ça veut dire que des espaces anthropisés peuvent être plus riches en biodiversité que des espaces de pur abandon de l'intervention humaine, et que par exemple, dans des parcs nationaux, on a intérêt à entretenir des pâturages, par exemple, à ne pas laisser la forêt reprendre la place parce que les pâturages sont plus riches en biodiversité. Donc ça permet de sortir de l'idée, pour protéger la nature, il faut exclure l'homme. Les activités humaines, certaines activités humaines, ça ne veut pas dire toutes les activités humaines, mais certaines activités humaines peuvent être plus favorables à la biodiversité que l'absence d'activité humaine. Du coup, on change de conception de protection de la nature, en ce sens où
la mise en place des parcs nationaux en France après la Deuxième Guerre mondiale s'est beaucoup faite autour de la protection du remarquable. Bon, je citais l'Edelweiss, l'aigle de Bonelli, le grand tétras, enfin on pourra en citer un certain nombre, mais donc c'était des espèces phares autour desquelles se faisait la protection de la nature. Quand on réfléchit en termes de biodiversité, c'est plus des espèces qu'on protège, c'est des espaces. Et donc, on ne cherche pas forcément le remarquable, on cherche le maintien, que se maintiennent des processus, et des processus qui entretiennent la biodiversité. De ce point de vue-là, on peut passer d'une nature remarquable à la nature ordinaire. Et je dirais d'autant plus ceci que, avec le changement climatique, les raisons pour lesquelles les parcs ont été constitués risquent de disparaître. C'est-à-dire que les espèces autour desquelles on a construit les parcs, eh bien, elles vont sans doute migrer ailleurs. Donc il va aussi falloir trouver de nouveaux modes de protection de la nature, accompagner les espèces dans leur migration, et donc de plus en plus s'occuper de la nature ordinaire et moins de la nature remarquable. Alors, pourquoi à ce moment-là garder une référence au sauvage ? Pour quantité de raisons. La première, c'est que cette notion de biodiversité dont j'ai dit beaucoup de bien, c'est aussi devenu beaucoup une notion qu'on voit dans les textes administratifs et quand on demande à des paysans dans des régions où il y a de la protection de la nature, qu'est-ce que le mot biodiversité évoque pour eux, ils répondront administration. Donc, si on veut éviter des formes de gestion complètement technocratiques de protection de la nature, parce qu'il faut ajouter un élément supplémentaire, si on protège des espaces en biodiversité et non pas de la wilderness, ça veut dire qu'il faut faire ça avec les gens qui vivent sur place et qui peuvent d'ailleurs avoir plus de choses à dire sur ce qu'il en est de la biodiversité que des experts scientifiques. Ou en tout cas, c'est des savoirs qu'il faut prendre en charge. Donc, on ne peut pas se maintenir dans une vision quand même trop administrative ou trop technocratique, et que il faut peut-être inclure l'idée qu'ils ont du sauvage. On a pu remarquer dans certaines enquêtes que l'opposition du sauvage et du domestique n'est pas exactement la même que celle du naturel et de l'artificiel. Et que sur, par exemple, des populations comme les populations de loups, qui sont plus wilderness, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des humains autour, et on sait que les loups sont très capables de savoir en gros dans quels espaces ils se trouvent. On ne peut pas non plus les dire complètement artificialisés, ni domestiqués. Donc il faut bien garder un terme. Alors là aussi, je dis sauvage, féral, pouvoir, mais sauvage toujours pour dire que dans cette protection de la biodiversité, qui prend en compte ou ce pilotage de la biodiversité, qui prend en compte les actions humaines, qui s'occupe d'espaces ordinaires, il y a place pour ce qu'on appelle la nature dans son indépendance maximum. Et on peut dire que le terme de sauvage est ce qui désigne l'indépendance maximum. Encore une fois, on pourrait prendre l'exemple du loup. Ça ne veut pas dire l'absence de relation. Quel est l'avenir du sauvage ? Je crois que le mot important, c'est avenir. Parce qu'on a tendance, avec tous les dualismes dont on hérite, sauvage, domestique, barbare, civilisé, état de nature, état social, à penser que la nature, le sauvage, c'est du côté de l'origine, donc c'est du côté de ce qui est perdu. Et dans l'image de Rousseau, c'est du côté de ce qui est recouvert. Or, c'est pas faux, mais du coup, si on se met uniquement dans cette idée-là, on a l'idée que la protection de la nature, c'est vraiment une conservation. Il s'agit vraiment de conserver des espaces en voie de disparition. Et là, je crois qu'il faut faire son deuil de la wilderness. Des espaces originaires, pour autant que ça existe, ça a existé, je vais encore reprendre Rousseau, ça n'existe plus. Alors, est-ce que ça veut dire que ça a complètement disparu ? Et c'est là que le terme d'avenir est important. Parce que je crois que si on veut
ne pas s'enfermer en nous-mêmes, il faut comprendre que la nature, elle n'est pas seulement derrière nous, elle est devant nous. Mais je dirais, elle est devant nous là où on ne l'attend pas. Si on en reste aux visions dualistes, on va dire, finalement, aujourd'hui, l'espace, bon, on peut dire que toute la Terre est un espace naturel, au sens où tout ce qui existe sur Terre est naturel. Mais cet espace naturel est partagé en deux. Il y a la plus grande partie qui est appropriée, contrôlée, que ce soit par l'agriculture, les villes, bon, mais qui est un espace sous contrôle des hommes. Et puis, il y a des zones qui ne sont pas directement contrôlées ou qui même vont être très spécifiquement protégées pour qu'elles ne basculent pas dans l'autre espace. Bon, ce qu'a montré la réflexion sur les paradoxes de la wilderness et du sauvage, c'est que dès que ces espaces sont protégés, ils ne sont plus les espaces, ce sont des espaces maîtrisés. Donc, de toute façon, on peut dire, si on reste dans le dualisme, il y a deux façons de maîtriser la nature, en la transformant ou en la protégeant. Or, penser que le sauvage a un avenir, c'est penser que ce partage de l'espace en deux n'épuise pas la totalité des possibilités. Et ça, c'est quelque chose que Gilles Clément, par exemple, le spécialiste des jardins, a pensé sous le terme de tiers-paysage. Il dit entre ces deux espaces, qui sont des espaces sous pouvoir humain, il peut y avoir un pouvoir de protection comme il y a un pouvoir de destruction, il y a ce qu'il appelle un tiers-paysage qui échappe à l'emprise humaine et qui se manifeste partout où l'emprise humaine lâche. Barrer une rue en plein milieu de Paris au debout, ne faites rien, et au bout de pas longtemps, vous allez voir que le goudron est percé d'herbes qui poussent. Et les villes et les campagnes sont pleines d'espaces abandonnés, comme ça, où la nature ressurgit. Et c'est une nature que nous ne protégeons pas, c'est une nature sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir. C'est une nature qui... C'est ça le sauvage pour moi. Alors on peut revenir au terme anglais, l'anglais a en fait deux mots pour dire le sauvage. Il y a celui dont on a parlé, qui est wilderness, qui sont les espaces naturels. Puis il y a un autre mot qui est wildness, qui est la caractéristique de ce qui est sauvage. Mais on peut dire que la disparition ou le fait que wilderness, purement wilderness, est un mythe, n'empêche pas qu'il y ait de la wildness, et pas seulement, comme auraient dit les romantiques, du sauvage en nous, hein, mais qu'il y a aussi du sauvage hors de nous, et que ce sauvage, c'est simplement la preuve que on vient jamais à bout de la nature, qu'elle surgit là même où on croit la maîtriser. Bon, moi je me souviens de mon émerveillement en découvrant la première fois que je suis allée à Rio en 1992 que finalement cette ville ressemblait aux gravures qu'on en faisait plus d'un siècle plus tôt, parce que il y a des montagnes qui surgissent au milieu de la ville et qui sont couvertes de forêts, et que donc c'est une ville qui n'est pas venue à bout de sa nature et qui laisse la nature se développer. Alors, je crois que c'est ça l'avenir du sauvage, que soyons un peu modestes, nous ne viendrons pas à bout de la nature. Ça peut être pour notre plaisir et notre délice, ça peut être pour notre ennui. Quand on pense au développement des sangliers en France, hein, qui se développent du fait de la déprise agricole et qui non seulement sont présents dans les campagnes, mais entrent même dans la ville et créent des problèmes. Donc il ne s'agit pas d'avoir une vision irénique ou idyllique, mais cette idée que finalement nous avons peut-être trop spécialisé le sauvage, nous l'avons trop lié à des espaces, et qu'il faut avoir une vision beaucoup plus dynamique du sauvage, comme ce qui est capable de surgir, de nous surprendre, et comme je dirais, nous n'y sommes pour rien, et ça nous fait du bien.